Je vous propose qu'on commence. On est déjà une soixantaine de personnes connectées. Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour cette session hors série de Opération Terrain que l'on a souhaité organiser à l'occasion du mois protégé à la Croix-Rouge française sur le mois d'octobre. Alors, exceptionnellement, ce soir, il n'y aura pas de thème précis qui sera traité pendant la session, mais plutôt un format libre antenne où les intervenants vont répondre à vos questions, en commençant évidemment par celles que vous avez déjà partagées ce week-end, et puis on verra s'il reste du temps pour des questions subsidiaires. Merci à nos intervenants. Je leur passe le micro suite et à Dr Daniel Méran, Dr Pascal Casson, Julien Papose, Alexandre Sardi et Philippe Testa, qui sont également connectés pour répondre à vos questions. Et je passe tout de suite la parole à Julien, qui, je crois, va être le premier à répondre à votre question. Juste pour vous rappeler que vous pouvez activer les sous-titres sur votre écran. Exceptionnellement, cette fois-ci, on n'a pas utilisé Zoom, donc c'est un petit peu différent que Zoom. Il vous faut aller dans le menu que vous avez en bas, les trois petits points, et vous avez un menu déroulant qui s'affiche avec activer les sous-titres ou désactiver les sous-titres si vous voulez les désactiver. Et comme on n'est pas sur Zoom actuellement, vous pouvez poser vos questions, vous les posez sur le chat carrément, et on les récupérera pour éventuellement, après, si on a le temps, et je pense qu'on aura quelques minutes à la fin pour continuer à répondre aux questions. Si d'autres questions vous venez, je vous rappelle qu'on est parti des questions qui nous ont été envoyées et on va répondre à ces questions-là dans un premier temps. Et je laisse la parole à Julien qui débute cette libre antenne avec la première question qui porte sur le bilan. On a essayé de classer les questions en fonction des différents thèmes que vous connaissez en PSE et on commence bien sûr par le bilan. Voilà la première question. Julien, c'est à toi. Merci. Alors, première question. Comment savoir si la pression artérielle est bonne? Eh ben, oui, effectivement, bonne question parce qu'on l'a souvent. Faut savoir que la pression artérielle, c'est un indicateur qui est extrêmement intéressant pour la régulation médicale. Pour autant, elle va dépendre de plein de paramètres, notamment du sexe, de l'âge, de l'individu, de l'activité physique, si elle est comment elle est réalisée. Globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que la pression artérielle chez l'adulte au repos, c'était entre 100 et 120 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et 80 à 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. Donc nous, en tout cas, notre mission en tant que secouriste, ça va être, lors du bilan d'urgence vitale et de la surveillance, ça va être de mesurer cette pression artérielle et puis de transmettre cette valeur telle que vous l'avez obtenue sans l'interpréter. L'interprétation, elle sera faite par le médecin, par la régulation médicale, aux éléments de tout ce que vous allez lui transmettre, et dans le bilan d'urgence vitale et dans le bilan complémentaire. Aujourd'hui, on parle d'hypertension artérielle. Alors ça, c'est quelque chose qui est défini par le monde scientifique, on va dire. On parle d'une hypertension artérielle quand la pression artérielle systolique est supérieure à 140 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure. En tout cas, ce qu'il faut qu'on retienne, nous, en tant que secouristes, c'est je mesure la pression artérielle sans l'interpréter et je transmets cette valeur à l'autorité médicale pour qu'elle puisse en prendre compte au cours de la régulation. Deuxième question. Alors, il me semble que c'était moi aussi. Alors, peut-on rechercher un réflexe pupillaire avec une petite lampe adaptée? La photo, l'illustration présente, elle le remarque très bien. Ce qui nous intéresse, c'est la symétrie. C'est la symétrie de ces pupilles. Et pour ça, il faut l'apprécier à la lumière du jour, donc tout simplement en faisant ouvrir les yeux à la personne, ou sous une lumière de faible intensité. Ce qui est important, c'est que la quantité de lumière reçue soit la même
pour qu'on puisse évaluer la symétrie des pupilles. Et c'est bien ça qui doit être apprécié. C'est pas le réflexe, est-ce que ça bouge ou est-ce que ça bouge pas. Ce qui nous intéresse, c'est bien le diamètre à l'exposition lumineuse de faible intensité. C'est Pascal. Tu as le micro, Pascal? Lorsque je le mets en marche, c'est quand même plus facile. Oui. Effectivement, donc quels sont les signes qui nous permettent d'orienter une victime vers un médecin généraliste lorsque l'on est face à un traumatisme qui est un traumatisme ancien. On ne parle pas ici là d'un accident qui vient de se produire. La question que vous nous avez posée, c'est je suis face à une victime qui vient lors d'un poste de secours, par exemple, et qui me dit que, eh bien, il a eu un traumatisme sportif, par exemple, au rugby, un choc violent, peut-être un coup sur la tête par accident domestique. Et là, dans ce cadre-là, c'est clair que il y a deux éléments. Il y a d'abord la demande immédiate d'un avis médical et le bilan que l'on a recueilli, la transmission le cas échéant à l'autorité médicale, si vous êtes effectivement devant une situation où les signes sont tout à fait patents. Alors, je vous donne quelques exemples. La victime a des troubles de la conscience devant vous. Il a une attitude qui est totalement incohérente. Il vomit de manière importante. Là, il faut évidemment avoir une action immédiate. La question que vous posiez, c'était, mais si le traumatisme il est ancien, si je me suis cogné la tête, c'est arrivé il y a 5 jours, eh bien là, en fait, il faut conseiller à la victime de consulter un médecin devant certains signes, même si ces signes sont légers. En l'occurrence, s'il se plaint de maux de tête persistants, même légers, depuis le traumatisme, s'il a des nausées persistantes depuis le traumatisme, ou s'il a il se trouve qu'il y a un trouble du comportement, alors parfois c'est les proches qui vont vous le dire, ou un trouble de l'équilibre, même léger, il faut vraiment lui conseiller et conseiller à ses encadrants de consulter un médecin et, le cas échéant, si on ne peut pas avoir une consultation médicale rapide, aller directement aux urgences. La suivante, Daniel. Alors, il s'agit de effectivement, on avait la question de qu'est-ce que l'on donne comme conseil à des personnes qui viendraient vous voir pour pourquoi pas vous dire, mais j'ai besoin d'un conseil médical, par exemple, ou pour vous-même savoir ce que le service qui est dénommé maintenant le SAS, service d'accès aux soins pour tous les départements. Quel est le bénéfice de ce service? Eh bien, tout d'abord, c'est pour réduire déjà le nombre de passages aux urgences, en l'occurrence, car par le biais du SAS qui se situe au niveau du centre 15, eh bien, vous avez des médecins en direct qui vont pouvoir vous répondre. Alors, en fait, quand vous appelez le 15 aujourd'hui, il y a deux types de réponses. Celle que vous connaissez à coup sûr, c'est évidemment en cas d'une urgence vitale, la demande d'une intervention rapide, souvent d'une unité mobile hospitalière, qui va se déplacer face à une urgence vitale. Ça, c'est le 15 que vous connaissez. Et puis, maintenant, le 15, eh bien, il y a un certain nombre de médecins qui vont être là, qui sont là pour vous donner des conseils médicaux ou éventuellement vous orienter. Alors, vous orientez vers une téléconsultation, vous orientez éventuellement vers simplement votre médecin traitant et dire, eh bien, il faudra aller le voir dans les 24 heures, les 48 heures, ou alors non, ce n'est pas urgent, et peut-être résoudre le problème directement avec vous. Mais ces médecins peuvent également vous envoyer une ambulance simple, et puis, comme bien sûr, ils sont souvent dans la même salle de régulation que les confrères qui gèrent directement le SAMU, eh bien, si la situation se révèle urgente, eh bien là, on repasse dans le système d'aide médicale urgente et on vous envoie un véhicule rapide. Et voilà donc un petit peu
à quoi sert ce SaaS. Il a été créé par le ministère de la Santé dans le cadre du Ségur de la Santé et il est clair qu'aujourd'hui, cela amène un nombre d'appels beaucoup plus important au 15 parce que effectivement on essaye d'éduquer la population de façon à ce que, eh bien, ils appellent le 15 plutôt que d'aller directement aux urgences et attendre de nombreuses heures parfois pour rien. Autre question, faut-il remplir une fiche d'intervention pour de la bobologie? Alors, c'est un problème qui est important parce qu'il y a des habitudes qui se créent avec la possibilité de voir des personnes qui sont accueillies dans les dispositifs de secours sans que l'on ait de traçabilité de l'accueil de ces personnes-là. On a, j'allais dire, 3 moyens. Soit on ne prend aucune information, soit on remplit une fiche d'intervention que vous connaissez, soit on remplit ce qu'on appelle une main courante. Comme c'est noté ici sur la diapositive, il est important que toute victime qui a fait l'objet d'un bilan ait fait aussi l'objet de la rédaction d'une fiche d'intervention. On doit avoir, si la victime a été examinée et a fait l'objet d'un bilan, toutes les données du bilan qui sont retranscrites sur la fiche d'intervention. Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a un certain nombre de personnes qui se présentent des fois dans les postes de secours plus pour des conseils, parce qu'ils demandent un pansement, parce qu'ils demandent de… Mais en fait, finalement, ces personnes-là ne font pas l'objet de bilan, on ne va pas les examiner. Et donc, en fait, finalement, on est là dans du conseil ou de l'aide, mais on n'est vraiment pas dans la prise en charge d'une victime ou d'une personne qui nécessite des soins. Par contre, à partir du moment où la victime nécessite des soins et qu'un bilan est réalisé, vous devez réaliser une fiche d'intervention. Deuxième élément important, c'est que les données qui sont renseignées sur la fiche d'intervention doivent être collectées. Nous avons actuellement, et nous sommes en train de développer, pour certains, vous l'avez déjà mis en place, le logiciel de gestion des moyens et de gestion des opérations qui s'appelle Minutis. Et à l'intérieur de Minutis, on a intégré les fiches d'intervention secouriste. Donc, il est préférable, il est même souhaitable, avant que ça ne soit la seule moyen dans l'avenir de recueil des données, vous devez remplir cette fiche informatisée. L'avantage majeur, c'est qu'elle renseigne une base de données et que cette base de données nous permet d'analyser en fait toutes les actions et les missions qui sont réalisées, tous les gestes de premier secours, tous les résultats de bilan de victimes. Et ça nous permet de faire des analyses j'allais dire épidémiologiques et statistiques des interventions qui sont réalisées dans les dispositifs de secours, sur les réseaux ou dans toute autre mission Croix-Rouge. C'est absolument fondamental car sans données recueillies dans vos dispositifs, on ne peut pas avoir une image réellement de ce que vous rencontrez, de ce qu'est votre vie sur le terrain, et on ne peut pas adapter ensuite, nous, l'action que l'on mène au niveau du siège, ne serait-ce que dans la définition des formations, dans des contenus de formation, ou dans les moyens que l'on peut, que vous pouvez obtenir, que ce soit des moyens financiers, des moyens en type de matériel. Tout ceci ne peut se faire que si l'on a des données qui nous proviennent des postes de secours, des dispositifs de secours, et ça ne peut être fait que si vous renseignez des fiches actuellement informatisées. Les fiches papier, attention, ce sont des fiches, de la plupart du temps, où vous avez le nom et le prénom des patients. Ce sont des fiches qui doivent être conservées dans un endroit hautement sécurisé. Et l'intérêt d'avoir une fiche numérique, c'est que le nom de la personne et l'adresse éventuellement des personnes, l'âge, etc., sont indiqués sur cette fiche et qu'elles sont stockées dans une base de données qui est sécurisée et qui est déclarée, notamment à la CNIL, et qui fait l'objet du règlement donc, général des données personnelles que l'on détient à la Croix-Rouge. Donc, nous allons vers une numérisation complète de toutes les fiches. En tout cas, chaque fois que vous faites un bilan de victime, vous devez faire aussi une fiche d'intervention numérique ou papier, si vous n'avez pas de moyen de faire encore de fiches d'intervention numérique. C'est important et ça permet aussi de vous protéger. On a quelques exemples où des patients, finalement, se sont présentés. Ils n'ont fait l'objet que, parfois, que d'une petite mention, pas toujours juste, sur la feuille du dispositif de secours. Donc, il n'y a pas de fiche de secours, c'est juste je trouve plus le nom là maintenant, peu importe, qui a été renseigné. Et en fait, quand on doit répondre à la victime ce qui s'est passé ou que la victime éventuellement se retourne vers nous pour des dommages ou intérêts, eh bien, si on n'a pas ces données-là, on est vraiment dans grande difficulté.
Donc, attention, les données doivent être collectées correctement. Deuxième point sur les prises en charge de la détresse vitale, une question qui nous est souvent posée, qui nous a été posée, c'est quand utiliser l'insufflateur manuel de petite taille. Attention, vous avez 3 types d'insufflateurs manuels. Alors, cela dépend aussi, et c'est important, il faut le regarder, des appareils que vous achetez. Tous n'ont pas forcément les mêmes dimensions. Quand je parle de dimensions, c'est le volume du ballon. Les volumes qui vous est présenté ici, ce sont des volumes qui sont, vous voyez, c'est des intervalles parce qu'on a essayé de tenir compte des différents ballons qui existent actuellement, le plus connu étant celui qui est vendu par la Herdal. Et vous voyez que si l'on regarde en fait le petit ballon, hein, c'était la petite taille, c'est-à-dire celui qui est noté ici prématuré, c'est 250 millilitres, et bien lorsque l'on fait une ventilation, notamment chez un tout petit enfant, 200 à 250 millilitres, ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'on vous demande de réaliser en fait des insufflations avec les insufflateurs pédiatriques qui, eux, ont un volume suffisant pour effectuer une ventilation artificielle. Donc, je dirais à part, même si c'est noté pédiatrique dans la ligne, à part le nouveau-né à la naissance qui nécessiterait une ventilation artificielle, éventuellement avec lequel vous pouvez réaliser une insufflation avec un insufflateur prématuré, mais c'est vraiment limite. Dans tous les autres cas, il faut utiliser l'insufflateur pédiatrique chez l'enfant et bien sûr l'insufflateur adulte. Je vous rappelle que lorsque vous réalisez une ventilation artificielle, vous n'avez pas à comprimer la totalité du ballon, sinon vous insufflez un air qui est beaucoup trop important et que la quantité d'air que vous devez insuffler, elle doit être mesurée sur le début du soulèvement de la poitrine. Vous devez regarder la poitrine. Dès que vous avez un début de soulèvement de la poitrine, vous arrêtez et puis vous passez en insufflation pour commencer ensuite une insufflation. Voilà donc ce qui est important. Ces tableaux, vous les retrouvez donc d'une part sur ce diaporama que vous aurez à disposition, mais aussi vous les retrouvez dans le guide PSE. Deuxièmement, toujours en ce qui concerne la ventilation, mais cette fois plutôt l'inhalation d'oxygène, il existe 3 moyens qui permettent d'administrer de l'oxygène en inhalation. Le plus connu, c'est le masque à haute concentration, qui a un avantage, c'est qu'il permet des hautes concentrations d'oxygène. Il n'y a pas de ce qu'on appelle un rebreathing, il n'y a pas de réinhalation de l'air expiré. Il y a une toute petite quantité, qui est la quantité qu'il y a dans le masque, mais sinon, il y a une valve qui empêche sa réexpiration. Et au minimum, il faut avoir bien sûr ce masque à haute concentration, il est indispensable, vous ne pouvez pas vous en passer. Les lunettes à oxygène, elles sont très intéressantes, notamment pour les patients qui présentent des insuffisances respiratoires. Et lorsque vous prenez en charge un patient qui est insuffisant respiratoire, particulièrement s'il est insuffisant sous oxygène à domicile, utilisez les lunettes qu'il a souvent d'ailleurs à son domicile pour administrer de l'oxygène. S'il nécessite de l'oxygène, c'est-à-dire si vous avez moins de 92% de SPO2, vous ajoutez 1 à 2 litres de plus du débit qu'il a habituellement. S'il n'était pas sous oxygène, vous le mettez à 2 litres minute et on augmente de 1 litre toutes les 5 à 10 minutes s'il n'y a pas d'amélioration, jusqu'à un maximum de 6 litres par minute. Déjà, au-delà de 4 litres par minute, c'est difficile pour un patient de supporter le flux d'air administré par des lunettes d'oxygène. Vous avez ensuite 2 autres types de masques. Le masque simple. Le masque simple, il va bien pour faire une administration d'oxygène quand il n'y a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Il est utilisé à un débit de 9 litres et on le diminue progressivement en fonction de la SPO2 quand celle-ci augmente, jusqu'à un minimum de 6 litres minute. On peut diminuer un petit peu en dessous, mais attention, en dessous, vous allez avoir un phénomène de rebreathing, c'est-à-dire que vous allez avoir une réinhalation du gaz carbonique qui a été inhalé par le patient. Et ça, par contre, c'est très mauvais chez les insuffisants respiratoires chroniques. Donc, il faut éviter d'utiliser ce genre de masque chez l'insuffisant respiratoire chronique. Au minimum, il faut avoir des lunettes et des masques à haute concentration. Si vous avez des masques simples, c'est bien. Je sais qu'il y a certaines unités, notamment la brigade sapeurs-pompiers à Paris, qui les utilise. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous référer au tableau que vous allez aussi retrouver à l'intérieur du guide pour administrer, pour définir le débit d'oxygène administré. Mais tenez-vous à ce tableau, cela suffit. Si vous n'avez pas de masque simple, eh bien, vous utilisez les lunettes jusqu'à 4-6 litres minute et au-delà, vous utilisez le masque à haute concentration. Après la ventilation dont vient parler de Daniel, on va parler circulation, en l'occurrence circulation produite par le massage cardiaque externe. Alors votre question aujourd'hui,
c'était comment réagir face à une victime en arrêt cardiaque équipée d'un pacemaker. Alors d'abord, vous n'allez pas savoir forcément que c'est un pacemaker, car il y a deux types de matériel qui peuvent être implantés sous la peau. Ce sont les pacemakers, bien sûr, mais il y a également les défibrillateurs. Il y a des défibrillateurs qui sont implantés pour des personnes qui présentent des troubles du rythme, et ça a exactement la même forme. Je dirais, pour vous, c'est quelque chose qui est un boursouflement de la peau, qui va se situer, alors, par le passé, et c'est pour ça que dans cette diapositive, on vous l'a mis, le pacemaker ou le défibrillateur implantable est situé en général sous la clavicule droite. Alors c'était une règle générale, mais qui est maintenant largement, je dirais, modifiée. Et comme vous le voyez sur le petit schéma que vous avez à côté du texte en gris, eh bien, il peut se situer également à gauche, que ce soit un défibrillateur implantable ou effectivement l'électrode d'un pacemaker, la batterie du pacemaker. Alors en l'occurrence, il est clair qu'aujourd'hui, lorsque vous avez ce type de matériel, s'il se situe à gauche, ça ne vous pose pas de problème par rapport à la défibrillation. Mais si la batterie se situe à droite, eh bien, on va passer à la diapositive suivante. Eh bien, il va falloir que vous positionnez en fait l'électrode de défibrillation en fait à 4 travers de doigts à peu près, on va dire 8 cm. Ça, c'est là où effectivement vous allez poser cette électrode de défibrillation, l'autre se positionnant comme d'habitude sous axillaire. Donc là, c'est la petite différence qu'il y a lorsque le patient a ou non un dispositif d'entraînement ou un pacemaker. Et là, dans ce cadre-là, eh bien, on a une petite différence quant au positionnement de l'électrode adulte. Dites-vous bien sûr que ce type d'intervention se fera toujours sur des adultes. Il n'y a pas d'enfants qui sont porteurs de pacemaker, ou c'est quelque chose de tellement rare que vous n'aurez pas, heureusement, cette situation à retrouver. Et on aborde les affections traumatiques. C'est moi qui vais commencer. Doit-on mettre en place un collier cervical chez un blessé qui a perdu connaissance? Déjà, je vous rappelle qu'on avait traité le sujet et que vous pouvez retrouver une opération de terrain sur la chaîne YouTube qui est spécialement dédiée. Je vous redonnerai à la fin de la présentation le lien qui vous permet de retrouver la présentation, donc ces opérations de terrain. Alors, je vous rappelle donc ce que l'on a dit dans cette présentation l'an dernier. Le collier cervical est un moyen qui permet d'immobiliser le rachis cervical. C'est un moyen. Quand on parle d'immobilisation, on va utiliser différents moyens. On peut immobiliser tout ou partie du rachis sans utiliser de collier cervical. Et on rappelle que l'indication du collier cervical, c'est pour les traumatismes du rachis avant une manœuvre de mobilisation de la victime, si la stabilisation du rachis par une technique manuelle ne peut pas être réalisée car elle est difficile ou aléatoire. C'est plutôt quand vous avez des relevages et des ramassages qui sont peut-être difficiles. Pour les pompiers, ce sont les extractions de victimes qui sont incarcérées. Lorsque vous êtes dans des terrains qui ne sont pas des terrains qui sont très stables ou qui sont tout au moins à plat ou horizontaux, à ce moment-là, vous pouvez avoir des difficultés ou un doute sur la possibilité de bien maintenir dans l'axe la tête de la victime manuellement. Auquel cas, vous pouvez avoir recours au collier cervical. Je vous rappelle que le collier cervical, lorsqu'il est placé, c'est pour la durée de cette manœuvre et qu'ensuite, en règle générale, on défait ou on le défait ou on l'enlève lorsque la victime est sur le brancard ou sur le matelas coquille pour être immobilisée. Pourquoi? Parce que le collier cervical, eh bien, il y a des risques et plus d'inconvénients que ce que l'on peut prouver de son effet bénéfique. L'un des premiers risques, c'est le risque d'hypertension intracrânienne. Et chez un blessé qui a perdu connaissance, notamment, ou qui donc est inconscient, et donc qui a vraisemblablement un traumatisme crânien, c'est vrai que là, le collier cervical peut l'aggraver. Pourquoi? Et ça, je vous en avais parlé, je vous avais montré, que quand on regarde sur des sujets sains, que l'on mesure notamment les pressions intracrâniennes ici sur 9 patients,
avant et après la mise en place d'un collier cervical, on voit très bien que la pression intracrânienne augmente après la mise en place d'un collier cervical parce que le fait de placer le collier cervical autour du cou entraîne une compression des veines qui descendent du cerveau pour revenir vers le cœur, notamment les veines jugulaires, et que cette compression des veines jugulaires entraîne un excès de sang au niveau du cerveau, ce qui augmente la pression, et ce qui va obligatoirement aggraver le traumatisme crânien. Et ce d'autant plus que chez un sujet qui est sain, il existe des mécanismes d'autorégulation de la pression intracrânienne qui peuvent être mis en jeu lorsque, par exemple, vous mettez un collier cervical. Par contre, chez le traumatisé crânien, en tout cas dans les zones traumatisées du cerveau, ce réflexe d'adaptation a disparu. Et donc, les effets sont encore plus néfastes. Donc, on peut utiliser le collier cervical. S'il y a des difficultés au moment des manœuvres qui peuvent être difficiles, on le met en place avant la manœuvre et on l'enlève ou on le desserre une fois que la manœuvre est terminée. C'est vrai que lorsque vous avez un collier cervical, c'est plus difficile d'effectuer une liberté des voies aériennes. Vous avez certains colliers qui peuvent aller jusqu'à beaucoup plus bas au niveau de la partie antérieure du thorax et limiter la ventilation. Et pour des colliers qui restent quelques heures, voire 5-6 heures, on peut voir apparaître quelques jours après des lésions cutanées. Mais ça, c'est plutôt anecdotique. Deuxième question sur les traumatismes. Une victime qui a perdu connaissance est retrouvée allongée au sol. Elle respire, il n'y a pas de témoin. Et la question, c'est doit-on la mettre en PLS ou doit-on l'immobiliser? On est sur une des réformes assez récentes donc, dans les conduites à tenir. Doit-on mettre en position latérale de sécurité tout le monde, y compris les traumatisés? Moi, ça m'amène à me poser 3 questions lorsque je retrouve une victime qui est allongée au sol et je ne sais pas ce qui s'est passé. Premièrement, donc, la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut faire un bilan comme vous le faites traditionnellement, et vous savez que le bilan commence par un bilan circonstanciel. Le bilan circonstanciel, il consiste à analyser l'environnement, analyser finalement et enquêter auprès de tout ce qu'il y a autour de vous pour essayer de savoir réellement ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il a pu chuter? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent de penser que la victime a fait une chute et aurait pu la traumatiser? Est-ce que vous avez d'autres lésions, des plaies extérieures qui pourraient montrer qu'il y a aussi un traumatisme? Au passage, n'oubliez pas de penser à l'existence d'un danger, parce qu'une victime, par exemple, qui se trouvait dans une pièce toute seule et qui est retrouvée inconsciente, il ne faut pas oublier que ça peut être aussi un problème d'intoxication, notamment les intoxications au monoxyde de carbone. Ça peut être d'autres types d'intoxications, d'autres toxiques qui auraient été pris éventuellement par la victime. Donc, faites un bilan circonstanciel poussé pour essayer de retrouver tous des éléments qui pourraient vous aider à identifier peut-être la cause de la perte de connaissance. Deuxièmement, et c'est une question que je me pose, c'est existe-t-il un risque traumatique si je bouge la victime? Parce que vous pourrez me dire, bon, peut-être traumatisée, je ne sais pas, je vais la mettre en PLS. Alors, est-ce qu'il existe un risque si je mets en PLS une victime qui a un traumatisme? Oui, cela est probable, c'est probable. On a du mal à le démontrer scientifiquement, mais c'est probable. Et il y a une certaine possibilité d'aggraver une lésion dans la mobilisation d'une victime, par exemple une fracture, peut-être bien sûr aussi une lésion du rachis et éventuellement du rachis cervical. Peut-on limiter la survenue de ces complications liées à la mobilisation de la victime? Oui, si effectivement on effectue une mobilisation qui est j'allais dire organisée, faite à plusieurs secouristes, notamment s'il s'agit de retourner la victime sur le côté. Et si vous avez un doute ou si malgré tout vous voulez faire une position latérale de sécurité, bien, il faut la faire dans ces cas-là à plusieurs secouristes, en maintenant la tête, en la maintenant bien dans l'axe, et en maintenant les principes d'action de la technique, qui est de retourner la victime sur le côté, en maintenant la tête, en maintenant l'axe tête-coutron. Et ça, c'est important si jamais vous avez un doute et que malgré tout, vous mettez la victime en position latérale de sécurité. Troisième question que je me pose, existe-t-il un risque si je laisse la victime sur le dos? Ah oui, aussi, c'est aussi probable. En effet, une victime sur le dos qui a perdu connaissance, si elle a des réflexes de déglutition qui ont disparu, le risque c'est qu'il y ait un encombrement des voies aériennes. Alors, elle peut rester quelque temps sur le dos comme ça, sans problème. Si vous avez des régurgitations, si vous avez un estomac plein et que vous avez des liquides gastriques qui remontent, ils peuvent passer sans que vous ayez même des efforts de vomissement. C'est une régurgitation, il n'y a pas d'effort de vomissement. C'est le liquide qui va, sous l'effet de la gravité, remonter dans l'œsophage et arriver dans la partie arrière des voies aériennes supérieures et au cours d'un mouvement ventilatoire, passer dans les poumons. Et cela peut entraîner des altérations pulmonaires par le liquide gastrique qui est, vous savez, un liquide qui est acide et entraîner secondairement des complications pulmonaires.
Pour éviter cela, la meilleure technique, même si ça n'a pas été fortement démontré scientifiquement, mais on n'en trouve pas d'autres, en tout cas au niveau du secouriste, après il y a d'autres techniques médicales qui peuvent être utilisées, eh bien, c'est la position latérale de sécurité parce qu'elle vous permet, en maintenant la victime sur le côté, la tête tournée vers le sol, la bouche ouverte vers le sol, elle vous permet de limiter ces phénomènes d'encombrement, de limiter ces phénomènes d'inhalation, et on l'a bien vu sur des études qui ont été faites, notamment pendant la période du Covid, sur des personnes où il y a eu une recrudescence, notamment à New York, des intoxications par les morphiniques. On a bien vu que les patients qui étaient amenés à l'hôpital et qui étaient dans une autre position que celle qui était sur le dos faisaient moins de complications pulmonaires secondairement. Donc, si vous pensez qu'il n'y a pas de doute à ce que ce soit finalement une victime qui ait soit une intoxication, soit éventuellement un problème médical, par exemple un accident vasculaire cérébral, à ce moment-là, il est préférable de mettre la victime en position latérale de sécurité. Si vous pensez qu'il y a un traumatisme, si vous avez vraiment un doute, à ce moment-là, laissez-la sur le dos. Par contre, maintenez bien les voies aériennes libres, maintenez bien le menton vers le haut, contrôlez, surveillez étroitement la respiration et ayez votre aspirateur de mucosité prêt si jamais vous avez une régurgitation. Autre question, pas mal de questions sur les affections psychiques et la santé mentale. La première, c'est une prise en charge psychologique doit-elle être systématique pour un secouriste confronté à un arrêt cardiaque ou une tentative de suicide? Oui. Alors, comment va-t-on faire? Premièrement, il est important dans ces cadres-là d'avoir un débriefing technique en équipe avec votre chef d'intervention ou avec un responsable de votre activité, car même un débriefing technique, finalement, est quelque chose qui apporte en soi un premier soutien psychologique à nos équipiers. Après, si le besoin s'en fait sentir, si effectivement les équipiers secouristes le désirent, parce qu'il y a quand même aussi une notion de volonté, on peut développer un dispositif de soutien psychologique, soit par entretien téléphonique, soit en présentiel, en individuel ou en groupe. On peut le proposer. Vous devez, au niveau local, en informer votre pôle santé et on pourra mobiliser votre pôle santé ainsi que vos référents territoriaux en soutien psychologique pour assurer ce soutien psychologique à la suite d'une intervention. Deuxième question, pouvons-nous bénéficier des ressources psychologiques de la Croix-Rouge suite à une intervention en dehors du cadre Croix-Rouge? La réponse est bien naturellement oui. Vous avez été témoin d'un arrêt cardiaque ou vous êtes intervenu pour un arrêt cardiaque parce que vous avez été mobilisé par une application, que ce soit Staying Live ou que ce soit... je ne me rappelle plus la deuxième, mais non, il y a deux applications qui peuvent vous mobiliser. Bien sûr que dans la mesure où, en plus, vous avez été formé par la Croix-Rouge, vous êtes des équipiers secouristes Croix-Rouge, c'est pas parce que vous n'êtes plus à la Croix-Rouge que vous n'êtes plus des équipiers secouristes. Vous êtes toujours des équipiers secouristes Croix-Rouge. Eh bien, vous pouvez effectivement bénéficier des mêmes ressources en soutien psychologique que ce que l'on a vu tout à l'heure, et vous devez aussi les mobiliser. D'ailleurs, nous avons actuellement une expérimentation qui va débuter dans un de nos départements, qu'on appelle une expérimentation de premier répondant, où l'on va mobiliser nos équipiers secouristes lorsqu'ils ne sont pas dans des missions Croix-Rouge, s'ils sont chez eux, dans leur voiture, dans leur milieu du travail, etc. Eh bien, ils pourront être mobilisés, se mobiliser par eux-mêmes s'il y a un besoin qui se fait sentir, parce qu'ils sont victimes, ils sont témoins d'un accident ou d'une personne qui fait un malaise ou qui a une affection médicale ou autre. Soit parce que vous répondez à des applications et vous êtes engagé sur un arrêt cardiaque, eh bien, vous serez engagé, mais au titre de la Croix-Rouge. Vous serez le représentant Croix-Rouge qui sera engagé. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui seront volontaires pour être premiers répondants auront aussi et se verront dotés d'un sac de premier secours à l'intérieur duquel il y aura un défibrillateur, ce qui permettra de répondre d'ailleurs immédiatement à un arrêt cardiaque sans aller chercher un défibrillateur. Et en plus, vous serez responsable de votre défibrillateur. Et donc, on a toutes les chances que ce défibrillateur soit fonctionnel au moment où on en aura besoin. Troisième question, les addictions, jeux, séries, etc. relèvent-elles du secourisme? Doit-elle faire l'objet d'un soutien psy et de quelle manière? Il faut définir ce que l'on entend aussi par premier secours. Alors, on a le premier secours sur des affections physiques, on l'a vu, mais vous avez aussi du premier secours sur des affections psychiques ou dans le cadre de la santé mentale, lorsqu'une victime présente un problème de santé mentale. Les addictions font partie de la santé mentale. Alors, on est bien quand même dans un cadre d'une certaine urgence lorsqu'on intervient. C'est dans les premières minutes, les premières heures, en tout cas pour la santé mentale, avant l'orientation de la victime vers une personne qui est plus adaptée, plus professionnelle pour prendre en charge ce genre d'addiction.
Si vous êtes amené à accompagner dans le cadre de vos missions des personnes qui présentent une addiction, eh bien, vous pouvez leur apporter le soutien psychologique pour lequel vous avez été formé, soit dans le cadre du PSE, soit dans le cadre de l'initiation de l'IPSP, l'initiation au premier secours psychologique. Je rappelle qu'il y a actuellement, dans le cadre du pôle santé et du pôle de psychologie sociale de la Croix-Rouge, un développement d'une nouvelle formation qui sera l'initiation à la santé mentale, qui va un peu plus au-delà du soutien psychologique. Elle va dans le cadre de la prise en charge de personnes qui présentent des problèmes de santé mentale. C'est quelque chose qui est en préparation, que vous allez voir arriver très, très prochainement. Comment prendre en charge une victime souffrant d'addiction? Je vais vous faire en fait la même réponse. Alors, il y avait un exemple qui était donné dans la question. La victime est alcoolisée lors d'un cadre festif et est réticente aux soins pour ne pas alerter ses proches. Vous devez quand même prendre en charge d'abord une victime qui présente une intoxication à l'alcool. Et donc, vous devez faire votre bilan et prendre en charge votre victime dans ce cadre-là. Ensuite, effectivement, vous devez essayer, malgré tout, d'être présent aux côtés de la victime, de savoir l'écouter, essayer effectivement de lui permettre quand même d'être orienté vers une personne qui peut être prise en charge. N'oubliez pas que vous devez, dans ce cadre-là, demander un avis médical. Et éventuellement, la victime peut être amenée à un hôpital si cela est nécessaire. Et je vous rappelle donc qu'on est en train de développer une nouvelle initiation. Je voulais rappeler sur la diapositive parce que si vous lisez la diapositive de façon unitaire, vous avez quand même les mêmes informations. Des questions plus générales, comment pouvons-nous identifier et prendre en charge des personnes ayant des troubles psychiques? Alors là, d'abord, on a des formations qui existent. Vous avez d'abord dans le PSE, c'est abordé, je vous renvoie au PSE. C'est abordé aussi dans l'initiation au premier secours psychologique. C'est une formation que vous pouvez suivre à la Croix-Rouge qui existe depuis environ 2 ans. Elle existait sous une autre forme, elle a été renouvelée et remise à jour. Je vous rappelle donc la future initiation à la santé mentale qui va sortir. Et puis, vous pouvez avoir entendu parler du premier secours en santé mentale, qui est une formation de 2 jours, qui est en règle générale proposée par des organismes qui sont habilités à cette formation. On travaille actuellement avec PSSM France, notamment sur la partie initiation à la santé mentale. Et si vous avez notamment dans le cadre de votre travail, c'est développé beaucoup et c'est même obligatoire d'avoir des personnes formées au premier secours en santé mentale dans les secteurs territoriaux, tout ce qui est dans la fonction territoriale. Ce sont donc des organismes qui sont mandatés pour effectuer ces formations. Si vous entendez parler de ces formations, je vous encourage à aller les suivre parce qu'elles sont vraiment très intéressantes et c'est vraiment un très bon complément à vos formations au premier secours traditionnel. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur votre guide PSE. Je vous renvoie aussi sur l'opération de terrain sur la souffrance psychique. Vous avez le lien en cliquant sur la souffrance psychique écrit en bleu. Vous avez aussi à disposition des fiches Croix-Rouge françaises sur les ressources en santé mentale. Là aussi, en cliquant sur le lien bleu, vous allez vous retrouver dans une zone de ressources où vous allez pouvoir voir comment répondre à une personne qui présente des troubles d'alimentation, qui présente une angoisse. Tout ça, vous allez avoir toutes des fiches qui ont été réalisées sur lesquelles vous pouvez vous retourner pour en savoir un petit peu plus. Et ensuite, je vous propose aussi de voir 2 sites web dont je vous ai mis les QR codes ici, où vous avez aussi des petits documents sur les différents types de troubles psychiques ou de troubles en santé mentale que vous pouvez rencontrer et quelle est l'attitude, la posture à adopter face à ces situations pour pouvoir y répondre au mieux. 2 questions de pédagogie et je vais laisser Julien y répondre. Merci Daniel. Le contenu des recommandations de secours en équipe de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises doit-il être enseigné en totalité? Alors, si on prend les premières pages, vous savez que le secours en équipe, pour qu'il y ait une uniformité sur le territoire, il est encadré par les services du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement par la DGSCGC. Ce document, il est mis à jour régulièrement et effectivement, il y a des items qui sont obligatoires à voir soit au PSE1, soit au PSE2, soit de manière facultative. Alors bien évidemment, la Croix-Rouge française respecte ces recommandations d'État en abordant l'ensemble des thèmes qui sont
nécessaires soit au PSE1, soit au PSE2. Alors maintenant, avec le PSE, donc en ayant globalisé le PSE1 et le PSE2, ben, c'est un peu lissé, mais on a toujours l'offre de formation PSE1 et PSE2 qui existe, et donc on remplit effectivement la mission de voir les thèmes qui sont demandés par la DGS-CGC. Et ça, c'est le travail du pôle santé national, à chaque fois qu'il y a une mise à jour de ces recommandations, de prendre en compte ces ajustements, ces évolutions, et de les déployer dans le réseau de la Croix-Rouge française. Donc c'est pour cette raison qu'à la Croix-Rouge, on utilise le guide pratique du premier secours en équipe. C'est celui dont on vous parle depuis déjà quand même quelques années, puisqu'on reprend les recommandations de la DGS-CGC et on les applique et on les fait appliquer pour le réseau secouriste de la Croix-Rouge française. Et parfois, on est amené à ajouter des modules supplémentaires qui prennent en compte les spécificités de l'association. C'est toute la richesse qu'on peut avoir dans nos modules, mais bien évidemment, le socle de base décidé par l'État est bien respecté. Existe-t-il d'autres interventions ou formations pour accompagner les plus fragiles? Eh bien, c'est extrêmement intéressant puisque on est dans la lignée de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire les spécificités de l'association. Alors, il y a un certain nombre de formations qui existent. On vous conseille d'aller découvrir, si vous n'avez pas encore découvert, la ressourcerie de l'engagement. C'est un site qui vous présente l'ensemble des formations dispensées par le pôle formation. Et dessus, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des documents de formation, des supports que vont utiliser les formateurs, mais aussi à destination de chaque bénévole pour savoir quelle formation il peut faire, quels sont les niveaux d'éligibilité et comment pouvoir accéder à ces formations. Donc, la ressourcerie de l'engagement, vous aurez le lien dans le diapo. Sinon, directement sur l'intranet, vous en avez une copie d'écran. Quelques questions sur la législation, je crois qu'il y en a deux. La première, elle porte sur l'article L721 du Code de la sécurité intérieure et la loi de 2020 qui porte, qu'on a appelé traditionnellement, qu'on appelle souvent la loi du bon samaritain, qui en fait couvre toute personne qui porte secours et considère que toute personne qui porte secours devient un acteur de l'État et est couvert en matière d'assurance, en tout cas dans sa mission et dans son action de secours, par l'État. Est-ce que les équipiers secouristes qui exercent à la Croix-Rouge sont couverts par cette loi? Non, parce qu'ils n'interviennent pas dans le cadre du grand public ou de monsieur tout le monde qui va intervenir pour aider quelqu'un. Par contre, naturellement, lorsque vous intervenez au titre de la Croix-Rouge, par exemple dans les dispositifs de secours ou même dans vos formations, à partir du moment où vous intervenez au titre de la Croix-Rouge, vous êtes couvert par le contrat d'assurance de la Croix-Rouge. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter à ce niveau-là. Lorsqu'on prend en charge une victime, tout ne se passe pas forcément toujours bien. Éventuellement, on peut, par l'action que l'on mène auprès de la victime, par notre action de secours, on peut peut-être éventuellement aggraver son état. Même si, parfois, les gestes de secours sont faits correctement et conformément à ce que l'on enseigne. Malgré tout, il peut y avoir une aggravation. La victime peut se retourner vers la Croix-Rouge pour demander éventuellement des dommages et intérêts si on arrive à montrer que c'est notre action qui a entraîné une aggravation de son état. Tout ça, c'est prévu par la réglementation et la législation et c'est pour ça que l'on a des contrats d'assurance. Et d'ailleurs, si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est l'assurance de la Croix-Rouge et les services juridiques de la Croix-Rouge qui vont traiter l'affaire. Vous ne serez pas vous-même directement inquiété, même si c'est vous qui êtes à l'origine du geste qui, secondairement, a aggravé l'état de la victime. On agit habituellement dans le cadre du Code civil et du tribunal administratif. Et nous, on a tout un service à la Croix-Rouge avec le contrat d'assurance qui permet d'accompagner effectivement la plainte éventuellement posée par le patient auprès du tribunal administratif
et on est assuré pour éventuellement verser des dommages et intérêts à la victime si c'est nous, effectivement, qui avons entraîné une aggravation de son état. Donc, non, cette loi ne s'applique pas dans le cadre des missions Croix-Rouge. Par contre, vous êtes couvert par la Croix-Rouge dans le cadre de vos missions, dans les dispositifs de secours en tant qu'équipier secouriste Croix-Rouge. Par contre, si équipier secouriste à la Croix-Rouge, vous intervenez seul pour prendre en charge quelqu'un dans la rue, eh bien là, effectivement, cette loi peut s'appliquer. Deuxième, c'est Julien, c'est à toi de répondre à cette question, Julien. Julien nous a quitté. Ah non, je suis là. Concernant la prise en charge d'un mineur alcoolisé sur un poste de secours en absence d'un responsable légal. Alors, d'ailleurs, que le mineur soit alcoolisé ou pas, finalement, la conduite à tenir, elle ne va pas changer. Ça va être la même pour n'importe quelle affection, on va dire, que le mineur rencontre. Ce qui va être important dans un premier temps, c'est bien évidemment d'appliquer la conduite à tenir face à la situation rencontrée. C'est-à-dire qu'on va gérer la situation comme tout secouriste et comme ce qu'on doit réaliser pour pouvoir faire face à cette situation. Ensuite, on va chercher à obtenir contact avec l'autorité parentale, c'est-à-dire trouver le responsable légal, finalement. Si on n'arrive pas à prendre contact avec l'autorité parentale, eh ben, il faudra qu'on prévienne les forces de l'ordre compétentes sur le secteur. Et il arrive que ces forces de l'ordre ne se déplacent pas pour prendre en charge la personne ou n'aient pas la possibilité de se déplacer. À ce moment-là, ben, il faudra transporter le mineur à l'hôpital et ça deviendra l'hôpital qui sera en charge de la régularisation de la prise en charge administrative si les forces de l'ordre n'ont pas la possibilité, ne peuvent pas se déplacer sur les lieux de l'intervention. En tout cas, ce qui est important, c'est valable pour toute prise en charge d'un mineur. Alcoolisé, pas alcoolisé, peu importe la situation, j'applique la conduite à tenir, je prends contact avec l'autorité parentale, si je peux pas, les forces de l'ordre, et sinon, je transporte pour la régularisation, et c'est l'hôpital qui sera en charge de la régularisation administrative. Alors, on a fini les différentes questions qui nous ont été posées. Il nous reste d'ailleurs encore quelques minutes pour répondre à d'autres questions si vous en avez posé d'autres. Je vous rappelle, en tout cas pour les prochaines opérations de terrain, que la prochaine, elle portera sur la prise en charge du nouveau-né à la naissance. La dernière fois, nous avons fait l'accouchement. Il faut maintenant quand même prendre en charge ce pauvre nouveau-né. À la fois, on verra la prise en charge d'un nouveau-né qui naît à terme et qui est, j'allais dire, en bonne santé, qui crie de suite, mais on verra aussi la prise en charge d'un nouveau-né en détresse à la naissance. L'opération de terrain suivante, je n'ai pas par contre la date, je pense que ce sera en décembre ou janvier, je ne sais pas trop, elle portera sur une étude de cas. Alors, en effet, pendant les Jeux Olympiques, on a mis en place 2 portails de déclaration qui sont expérimentaux, dont un de déclaration des retours d'expérience, qui consiste lorsque vous avez des interventions qui sont intéressantes ou particulières ou qui vous ont posé des difficultés et dont vous voulez nous faire part, eh bien, vous allez sur ce site, c'est anonyme, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Vous pouvez laisser votre nom, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez raconter votre expérience, ce qui s'est passé, éventuellement nous poser des questions, ou faire part de, lorsque ça s'est très bien passé, de faire part de votre joie devant une intervention qui s'est bien passée, qui s'est très bien terminée. On est friand de ce genre d'expérience parce que ça nous permet d'alimenter notamment des discussions, ça nous permet aussi d'alimenter les entraînements que l'on fait. On peut reprendre ces cas lorsqu'on fait des entraînements, notamment en préparation de dispositifs de secours. Et ça permet aussi de montrer aux autres ce que l'on fait. Et il y a parfois des expériences intéressantes qu'il faut faire partager. Et donc ça, c'est le rôle de ce portail. Et il y a un deuxième portail qui est aussi... donc on a eu une des interventions qui ont été déclarées, qui sont très intéressantes, et on vous en fera part. Et on va utiliser cette intervention pour un jeu de questions-réponses. On vous fera vivre l'intervention, même si c'est compliqué à distance, mais on vous fera vivre l'intervention en vous présentant le malade, en vous demandant ce que vous feriez, et puis ensuite en vous présentant ce qui a été fait par l'équipe. On pourra même discuter si vous auriez fait la même chose ou pas, etc. Et ça permettra donc de travailler sur des études de cas. Et en plus, on a mis en place le deuxième portail qui est celui des événements indésirables, où là, on déclare l'intervention lorsqu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou éventuellement
aggravation de l'état de la victime, qui n'était pas attendu. Ça a surpris tout le monde. Ça ne s'est pas passé comme on l'attendait ou comme on le désirait. Auquel cas, vous pouvez déclarer sur ce site l'intervention. Et là, par contre, on fera avec vous une analyse de l'événement pour comprendre ce qui s'est passé, éventuellement retrouver quelles sont les causes à l'origine de ce mauvais fonctionnement, ce dysfonctionnement. Donc, l'objectif est surtout de mettre en place des mesures pour pas que ça se renouvelle. Et pour que la prochaine fois ou la fois d'après, ça soit fait correct, on ait une issue qui soit favorable. Et cette analyse donc, des événements indésirables n'est pas une recherche en responsabilité individuelle, c'est vraiment une recherche collective des causes profondes et immédiates, des causes immédiates, mais aussi des causes profondes qui peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement qui est survenu au cours d'une intervention. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et fait maintenant dans les établissements hospitaliers. On met en place la même chose, en tout cas, à la Croix-Rouge, parce qu'on prend en charge des victimes. Ça ne concerne que la prise en charge de victimes. Ce sont des événements qui surviennent lors de la prise en charge de victimes. Et je vous conseille, bien sûr, de ne pas hésiter et de déclarer. Je vous rappelle que la personne qui déclare peut totalement rester anonyme. L'important, nous, c'est de connaître ces événements pour pouvoir les traiter et améliorer vraiment notre prise en charge et notre performance dans nos dispositifs de secours. Plusieurs thèmes ont été demandés. Vous les voyez, la prise en charge du patient ayant des difficultés de s'exprimer, ayant des troubles cognitifs, un patient diabétique. Le traumatisé grave, ça fera l'objet, bien sûr, lui aussi, d'une opération de terrain. Les crises convulsives feront, elles aussi, l'objet d'une opération de terrain. Enfin, je vous remercie de tous ceux des thèmes que vous nous avez proposés. Il y en a d'autres que vous nous avez proposés dans d'autres visios et on en tiendra compte pour poursuivre ces opérations de terrain tous les mois. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Vous nous avez demandé où est-ce qu'on peut les retrouver. Vous avez une chaîne YouTube, vous avez ici le lien et vous retrouvez toutes les opérations de terrain et vous allez retrouver aussi celles d'aujourd'hui. Merci pour avoir écouté la présentation. Peut-être qu'il y a des questions qui ont été posées. Moi, je ne vois plus personne là avec le diaporama, donc… Oui, on a quelques questions. Je les prends globalement dans l'ordre. La première, dans quelle mesure pouvons-nous demander une régulation au SAMU pour un trouble psy? Pascal, tu réponds? Il n'y a aucun problème lorsque vous êtes en tout cas en poste et que ce soit un poste de secours ou éventuellement réseau de secours. De toute manière, vous rendez compte à l'autorité médicale si effectivement il y a le moindre problème pour vous. Et donc que ça s'applique au physique ou au psychique, il en est de même. Et donc, il ne faut pas hésiter à appeler le 15 de façon à ce que, alors certains centres 15 ont des psychologues ou des psychiatres de garde. En tout cas, il y aura une réponse. Elle sera médicale et ça vous permettra probablement d'avoir en tout cas la conduite à tenir face à la situation où vous vous trouvez et éventuellement la nécessité d'un renfort. Une autre question? Merci Pascal. Est-ce qu'un non-voyant peut-il avoir un réflexe pupillaire? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante. Il s'avère que ça dépend du niveau de cécité. En fait, on ne va pas rentrer dans l'anatomie de la cécité, donc de l'absence de vision partielle ou totale. Elle peut être due parfois en fait à une atteinte du cerveau, pour être simple, ou une atteinte du nerf optique. Donc il s'avère qu'il n'y a pas de réponse totale à votre question, qui est excellente. Il est clair que parfois il y a, en fonction de la nature de la cécité, une possibilité de réaction bilatérale des pupilles, en général moins importante que chez les voyants. Parfois, lorsque on est devant une cécité totale, là il n'y a aucun réflexe. Et puis, comme vous le savez sans doute, il y a également des malformations de l'œil extrêmement importantes qui là aussi empêchent tout réflexe pupillaire. Donc il n'y a pas, comme vous le voyez, une réponse
totalement fixe vis-à-vis de cette question qui n'était pas une question tout à fait. Je crois que vous disiez que c'était une question naïve. Non, non, c'est une excellente question. Merci pour ces précisions. Une autre question qui concerne cette fois-ci l'application de froid. Aujourd'hui, dans le guide pratique PSE, l'application de froid se fait uniquement pour un traumatisme de membre. Pour quelle raison on n'a pas d'application de froid sur un traumatisme de la face? Alors, en fait, le froid est utilisé dans les soins et en santé de différentes façons. Il a un avantage, d'une part, c'est de diminuer la douleur, puisque ça, c'est une des raisons pour laquelle on applique le froid. Et deuxièmement, il peut aussi diminuer les œdèmes. C'est pour ça qu'on les applique. Maintenant, l'application de froid peut avoir des complications, peut avoir des effets secondaires, notamment au niveau cutané. Et c'est pour cela que, en fait, lorsque l'on recommande une technique, dont ici l'application de froid, on mesure toujours dans les recommandations, puisqu'elle s'applique à des secouristes, on mesure toujours l'effet bénéfique des risques et de complications qui peuvent survenir lorsque l'on réalise cette technique-là. Et c'est à partir de là que l'on décide ou pas de recommander une administration de froid. Pour l'instant, les conduites à tenir sur notamment les traumatismes articulaires, je me rappelle, Pascal, la dernière question, c'est une question qu'on a traitée en recommandation internationale, et le froid n'est pas forcément toujours recommandé non plus. Donc, du coup, c'est quelque chose qui sera revu. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas recommandé sur la face parce qu'on pense qu'au niveau du secouriste, le risque de complication peut être plus important que le risque bénéfique. Et on préfère avoir un avis médical avant de poser du froid, surtout au niveau de la face, où les risques de complications, notamment vasculaires, au niveau de la face, en fonction des types de lésions qui sont rencontrées, peuvent être aggravants. Alors, ça dépend bien sûr aussi de la lésion. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez une section d'un membre, je parle d'une section d'une partie du corps. On dit souvent une section de membre. Maintenant, on ne parle plus de section de membre, c'est une section partielle ou totale d'une partie du corps. Ça peut être un membre, un doigt, une main, un bras, une cuisse, une jambe. Ça peut être une oreille, ça peut être un nez, ça peut être un morceau de la face ou de la joue. Tout ça, c'est traité pareil. Tant que le morceau est relié au corps, il ne faut pas appliquer du froid. Parce que même s'il y a un petit morceau qui lie le corps au morceau qui est détaché, par ce petit morceau, il va y avoir de la circulation qui va se faire et qui va vasculariser le morceau qui est détaché, non complètement. Et donc, ça facilite ensuite sa réimplantation et le fait de pouvoir le recoudre éventuellement. Par contre, s'il est détaché du corps, effectivement, il faudra le mettre, et on le verra puisque les recommandations vont certainement un petit peu évoluer l'année prochaine, eh bien, on le mettra à ce moment-là dans un milieu froid. Ça ne sera pas dans de la glace, on le mettra dans un milieu froid, il faudra diminuer la température, mais ce n'est pas très, très urgent. Si vous voulez, dans nos régions, particulièrement dans les grandes villes, si le transport à l'hôpital se fait rapidement, ça ne posera pas de souci. Par contre, si le transfert doit durer plusieurs heures, oui, alors là, c'est intéressant de le mettre dans le froid. Par exemple, de mettre dans un frigo ou dans un endroit où on le verra, la façon de le faire. Donc ça sera un petit peu revu. Donc, on tient compte surtout des avantages et des inconvénients. Mais pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Merci, donc on a hâte de prendre connaissance des nouvelles recommandations dans le futur. La dernière question, c'est le cas du mineur seul et sa prise en charge en l'absence d'un responsable légal. S'applique-t-elle de la même manière en garde réseau de secours ou en garde auprès de la brigade? Exemple, si le mineur est seul au domicile, il doit être pris en charge par l'équipe de la Croix-Rouge pour être transporté au centre hospitalier après la régulation du SAMU.
qui veut répondre là-dessus ou je poursuis dans la réponse. Pour l'amener à l'hôpital, on essaye de prévenir ses parents. Et si on ne peut pas, il sera amené à l'hôpital de toute façon. Et la responsabilité, si vous voulez, parentale, elle est pour l'instant au chef d'intervention, tant qu'il n'y a personne d'autre, et elle sera transférée à l'hôpital à partir du moment où il sera à l'hôpital. Alors après, je sais bien qu'en situation réelle, c'est parfois très difficile. Les mineurs de 15, 16, 17 ans, c'est compliqué. Souvent, c'est presque des majeurs. Je dirais, souvent, ils sont traités comme des majeurs parce que si on ne leur demande pas leur carte d'identité, des fois, on ne sait pas qu'ils sont mineurs. C'est vrai que c'est compliqué. Mais par contre, dès qu'on le sait, on est soumis à cette réglementation. Eh bien, merci pour ces précisions. Nous avons fait le tour de l'ensemble des questions dans le temps imparti. C'est la première fois qu'on termine à l'heure. Bon, je vais déconnecter. Alors, oui, je vais déconnecter le diaporama, là, voilà. Je vais laisser la parole à Patrick, alors, pour terminer. En tout cas, merci encore de tous de votre écoute. On a essayé de répondre le plus possible aux questions que vous nous avez envoyées. Mais on va continuer les opérations de terrain coûte que coûte. Ça, puisque vous nous avez largement demandé de poursuivre tous les mois ces opérations. Ouais, un grand merci à vous, Daniel, Pascal, Julien, puis aussi à Alexandre qui a apporté des éléments complémentaires dans le chat. Et évidemment, on va continuer les rendez-vous réguliers d'opérations de terrain, si possible sur un rythme mensuel, avec des thèmes annoncés à l'avance, comme vous l'a présenté Daniel tout à l'heure. Et puis, c'est le message que j'ai mis dans le chat. On vous partage un mini questionnaire par rapport à la session de ce soir, notamment pour savoir si ce format libre antenne vous a plu et répond à vos attentes, et si ça vous dit qu'on renouvelle l'expérience de temps en temps à côté des rendez-vous réguliers sur une thématique précise. Voilà. En tout cas, merci à vous. Super photo. Ah ben oui, vas-y, racontez Taïwan. Oui, voilà, j'avais juste la photo sous le coude avec mon ami Pascal. Nous rentrons de Taïwan, où nous étions à ce qu'on appelle l'ILCOR, l'International Legion Committee on Association Annual Meeting. C'est la réunion annuelle de la rédaction des recommandations internationales en matière de premiers secours, puisqu'on travaille tous les deux dans un groupe premiers secours dans cet organisme. Et on a passé 4-5 jours à Taïwan pour travailler sur les recommandations 2025, qui sont terminées, mais qui ne sortiront que l'année prochaine, parce qu'il y a un délai de publication qui est assez long, avec plusieurs circuits de correction. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelques petites nouveautés qui vont arriver, qui seront ensuite, nous les proposerons, nous, à la Direction Générale de la Sécurité Civile, pour essayer de les implanter dans la réglementation française, mais ça ne posera pas de souci parce qu'on est largement suivi dans ce cadre-là. Et alors, c'était à Taïwan, donc on a eu quelques jours dans un pays qui était quand même relativement agréable. Même si on n'est pas resté longtemps, on a pu faire quelques petits tours dans la ville. C'était très bien. En tout cas, on a travaillé encore pour vous préparer de nouvelles recommandations. Voilà, Patrick, je vous laisse. Merci à tous, vous souhaitez une belle soirée, et puis à très vite. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Et bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée, à bientôt. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Au revoir.